Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui aime être des deux côtés du plateau, Jérôme Jacob Paquet, réalisateur et comédien. Il dirige, il joue, il ajuste un silence comme d'autres ajustent une focale. Et parfois, il fait tout ça dans la même journée. Oui, on va lui demander son secret. On va parler parcours, écriture de plateau, adresse au public de ces scènes où un regard fait basculer l'histoire et de ce que change le passage jeu mise en scène. Jérôme nous racontera aussi ses projets, ses collaborations et la petite boîte à outils qu'il ouvre avant chaque répétition. Spoiler, il n'y a pas de baguette magique, juste du travail fin et beaucoup d'écoute. Installez-vous, servez-vous une gorgée, place à l'interview de Jérôme Jacob Paquet. Des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va super, et vous? Très bien. Vous à la caméra. Eh bien Jérôme, dis-nous un peu, d'où viens-tu? Comment étais-tu quand tu étais petit garçon? Alors d'où je viens? Je viens des charmantes campagnes des environs de Theux. J'ai grandi à Theux jusqu'environ mes 15 ans, donc le début de l'adolescence. Et je viens d'abord de la toute base de Verviers, puis ensuite du coup j'ai grandi à Theux, et par la suite, la fin de mon adolescence, j'ai grandi dans les campagnes de Soumont. Donc il y a quelque chose, une espèce de lente descente vers les Ardennes, quelque part, une montée vers la Haute-Fagne. Donc je viens de ces charmantes campagnes-là. Et comment j'étais quand j'étais enfant? Je dirais que j'étais un enfant, à mon avis, assez sage, assez calme, plutôt introverti, assez rêveur, souvent dans la lune. Et déjà enfant, je faisais pas mal de théâtre, notamment de stage. J'ai commencé le théâtre très tôt à l'Académie Pascal Tasquin, notamment à Theux, à 12 ans. Mais avant ça, j'avais fait beaucoup de stages. Et j'étais le genre d'enfant qui ennuyait souvent son monde lors des repas de famille, en demandant à tout le monde de s'arrêter un instant et pour regarder un spectacle. Donc ça, c'était évidemment le cliché, mais le classique de chaque repas quand il y avait des amis de la famille qui étaient là, ça faisait un public. Et aussi, voilà, je vois notamment ici une très belle caméra devant moi. À l'époque, j'aimais beaucoup prendre le caméscope de mes parents, c'est les vieux caméscopes avec le clapet, et faire des petits films, notamment des films de Playmobil en stop motion. Donc je m'amusais à prendre tous mes petites figurines, mes petits Playmobil, et à faire des play-pause pour les animer. Donc voilà, disons qu'enfant, j'étais un enfant assez réservé, mais que je m'exprimais au travers notamment déjà de pièces de théâtre ou de petits films, de petites vidéos, de petits moyens comme ça. Et tes parents, ils étaient aussi dans le monde du spectacle? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Mes parents, ils sont tous les deux fonctionnaires. Il y a absolument personne dans ma famille qui, en tout cas pas dans ma famille proche, qui est artiste. Donc c'est vrai que j'ai été une petite anomalie dans le système à un moment donné, à me diriger vers ça. C'est vrai que ça a été un choix, notamment au moment des études, quand on se pose des questions existentielles et qu'on se dit voilà quel chemin on va prendre, de m'engager dans une voie artistique. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pu faire peur, notamment à ma famille. Le mot sécurité revenait beaucoup. Tu vas plutôt faire un vrai diplôme pour avoir une sécurité, la sécurité financière, la sécurité de l'emploi. Bon, ce n'était pas toujours vrai évidemment, mais non, j'étais un peu seul. Mes parents étaient loin d'être artistiques, même si j'imagine que il y a des âmes d'artistes qui traînent d'une façon ou d'une autre et qui se sont empêchés d'être exprimés. En tout cas, c'est vrai que moi, je m'en suis pas privé. Et c'est quoi le déclic alors? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer? Il n'y a pas vraiment de déclic. Ça a été un chemin assez naturel, assez simple. Comme j'ai dit, j'ai toujours été là-dedans. J'ai quand même à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, d'abord commencé par faire des études de communication, histoire d'avoir un vrai diplôme, un diplôme normal pour faire un boulot normal. Moi, je me suis dit à 17 ans, je dois choisir, qu'est-ce que je fais? Communication, il y a l'air d'avoir du théâtre, du cinéma, de la psychologie, j'aime bien ça.
allons là-dedans. J'ai fait tous mes stages dans des théâtres, notamment au théâtre de Verviers ou au théâtre de Liège. Et donc je me suis jamais trop éloigné de tout ça. Mais à passer tout ça, je me suis dit non, j'arrête, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire d'aller dans le milieu de l'acting. À ce moment-là de ma carrière, j'en étais encore à me dire que je voulais vraiment être comédien et acteur. On en reparlera mais sûrement, mais ça a changé un petit peu. Et donc voilà, je me suis inscrit au cours Florent. Mais j'ai la chance quand j'étais jeune d'avoir eu des soucis de santé assez graves. Je reviens sur le mot déclic parce que c'est peut-être ça qui a conduit dans ma réflexion le fait que je sois un peu dans ma famille quelque part peut-être le seul à être artiste. Peut-être c'est grâce aussi à ces soucis de santé assez graves qui m'ont fait comprendre dès enfant qu'en fait la vie à tout moment elle peut s'arrêter, que rien n'est acquis et que oui, voilà, du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Et c'est ce qui a fait que j'ai avancé dans la vie sans jamais trop me poser la question du mauvais choix. Il y a un moment donné, c'est quelque chose d'assez simple, la route que je prends. Bon, il y en a toujours des regrets, mais en tout cas, j'ai pas de remords de faire ce que j'aime. Et ça, je pense que je le dois beaucoup à mon expérience en tant qu'enfant et ces soucis de santé qui ont fait que, peut-être que sans ça, j'aurais pas pris cette claque de la vie dans la tête. Et j'aurais peut-être eu des choix plus précautionneux, plus sécurisants ou sécurisés, mais qui m'auraient clairement pas amené à être heureux et épanoui comme je le suis actuellement. Et à l'époque, quels étaient les acteurs que tu admirais, s'il y en avait? Oui, alors, moi j'ai pas spécialement d'idole, c'est plutôt des panels. Je suis plutôt attiré par les œuvres que par les acteurs, mais bien sûr à ce moment-là, j'ai grandi avec un papa notamment plutôt fan de Louis de Funès. Donc dans les premiers acteurs comiques que je vais dire j'ai admiré, il y avait Louis de Funès évidemment dans son tandem avec Bourvil dans Le Cornio, La Grande Vadrouille bien sûr, mais j'étais plutôt attiré par l'énergie comique de Louis de Funès. C'était en parallèle avec une époque où fin des années 90, début 2000, il y avait aussi un grand clavier à ce moment-là qui faisait pas mal du Louis de Funès quelque part, alors dans un penchant différent, mais en tout cas il leur prenait les codes. Donc dans cette énergie comique, ce sens du rupture, mais aussi du drame, dans la composition des personnages, j'aimais vraiment beaucoup. Alors Louis de Funès campait souvent le même personnage, mais voilà, je pense à Clavier notamment des personnages comme Jacouille. C'est vrai que quand je faisais du théâtre, au début quand j'étais gamin, je voulais jouer des personnages comme ça qui corporellement changeaient, étaient exubérants, étaient dans des rapports de statut aussi. Il y a toujours ce tandem qui fonctionne très bien dans les comédies françaises, pas que, mais le clown blanc et l'Auguste, ou que voilà le côté des statuts différés avec un qui a le pouvoir, l'autre qui ne l'a pas. Louis de Funès, j'adore le fait que il est toujours entre les deux. Il a pas le statut haut, il a pas le statut bas, il est faux cul avec les statuts hauts, il est impitoyable avec les statuts bas. Et c'est ça qui fait qu'il y a une énergie comique incroyable. J'aimais beaucoup aussi Rowan Atkinson, c'est pas facile à dire son nom de famille, mais Mr Bean quoi. Tout simplement Mr Bean. Alors il a pas fait que ça, il a fait évidemment des sketchs et beaucoup d'autres films. À l'époque j'aimais aussi Johnny English, etc. Mais Mr Bean, pour lui, son côté acteur de situation, comique de situation, mais aussi le visuel, le côté clown. Moi par exemple en tant que comédien que j'ai vraiment pas, mais le côté acting corporel quoi. Lui il me faisait mourir de rire, donc c'est vrai que jeune j'aimais beaucoup les acteurs comiques. Je me suis même dit à un moment donné que j'irais plutôt là-dedans avant de me rendre compte qu'en fait le drame c'est très beau aussi. D'ailleurs les acteurs comiques sont souvent les meilleurs acteurs dramatiques. Je pense à quelqu'un comme Jim Carrey par exemple qui est incroyable quand il doit pas être comique. Donc voilà. Je pense à eux en premier, il y en aura plein d'autres, mais c'est peut-être des noms qui m'arrivent comme ça en popcorn. Et comment te définis-tu en tant qu'acteur alors ? Alors en tant qu'acteur, comme je le disais, moi à un moment de ma carrière, elle a fini par ici récemment un peu changer parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Alors j'ai été tu fais de la mise en scène. Voilà, je suis metteur en scène. Voilà, on va pas. Je suis effectivement metteur en scène. J'ai fait un peu de réalisation. En fait, c'est la réalisation qui m'a lancé à la mise en scène. Et c'est très instinctif. Et il y a quelque chose pour moi de naturel en fait à raconter des histoires. Et c'est vrai que du coup, je me définis plutôt comme quelqu'un qui raconte des histoires.
Et en tant que comédien, je veux dire, je suis juste un médium en fait, voilà, un porteur de voix quelque part, mais je pense que ce qui me plaît le plus en fait, c'est de faire partie d'une œuvre, de faire partie d'une histoire et de la transmettre au-delà de ma personne. C'est ça que j'ai parfois un peu du mal avec le côté dans le métier des acteurs et des actrices, du côté égo, le côté mise en avant. Je suis très content en tant que metteur en scène d'avoir fait un peu de recul par rapport à tout ça et peut-être en tant que comédien, je suis comme beaucoup de comédiens et acteurs et actrices francophones, on est très cérébral. Il y a quelque chose de très cérébral, très centré sur les émotions, un peu moins le corps. Du coup, on perd justement ce que les Anglais ont très bien compris, cette alliance entre en fait l'esprit et le corps. Je fais beaucoup d'improvisation. J'adore l'improvisation. D'ailleurs, dans mes travaux de mise en scène, les actrices, les acteurs qui travaillent avec moi le savent bien, c'est qu'il y a souvent une grande part d'improvisation qui tombe. Donc j'aime beaucoup ce côté en fait jeu. Moi j'adore le fait de redevenir un enfant qui joue dans un bac à sable. Si je devais me définir en tant qu'acteur, je pense que c'est ça la métaphore que je préfère. C'est ce qu'on a tous au fond de nous, ce qu'on faisait tous quand on était enfant, c'est-à-dire jouer dans un bac à sable. Un enfant dans un bac à sable, il joue au pompier qui doit éteindre un feu, ou au voleur, au policier, ou à chercher un trésor. Il se pose pas la question de quoi que ce soit. Il cherche un trésor, il joue au pompier, et il est sincère là-dedans. Et c'est là où il y a le plus grand amusement pour lui et la plus belle sincérité à regarder. Moi, ce que j'aime, c'est retrouver ça. Et ce que je trouve beaucoup, notamment dans l'improvisation, parce qu'on se permet d'aller loin dans ces codes de jeu et dans le fait de vraiment redevenir un enfant. Ça demande de vraiment faire partir toutes les barrières sociales et les conditionnements qu'on a. Mais quand on redevient vraiment l'enfant qui joue dans un bac à sable, je trouve que c'est la plus belle des choses. Tu nous parlais d'improvisation dans ta direction d'acteur. De quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir en confiance avec toi-même, avec ta pièce, avec les acteurs? Je dirais principalement de bienveillance. Ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'instaurer au maximum avec les gens avec qui je travaille et dans tous les sens, c'est-à-dire un cadre de travail qui soit clair, qui soit d'ailleurs bien tracé. Moi, j'aime bien parfois... j'ai beaucoup travaillé dans les opéras, notamment à la Monnaie et aussi à l'Opéra de Wallonie. Et il y avait un côté très travail codifié, travail presque de fonctionnaire de l'art quelque part, si je pouvais dire cette expression, parce que il y a des horaires, il y a un cadre de travail qui est très clair. Mais en fait, du coup, moi, je m'en sers beaucoup parce que je trouve que c'est important d'avoir un cadre de travail très clair. Parce que pour moi, le travail d'une actrice, d'un acteur, il se fait sur plateau, c'est très important, mais il se fait aussi beaucoup en dehors du plateau, notamment dans les moments où on va aller voir des films, où on va aller voir des pièces, on va lire des livres, on va rencontrer des gens. Et c'est important d'avoir ces moments-là. C'est important de pouvoir faire du sport, de pouvoir faire plein de choses. Donc moi, j'aime beaucoup cadrer le travail avec des horaires, des choses assez précises, et à la fois, du coup, instaurer un cadre de travail dans lequel on se sent en bienveillance dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut être capable de se dire les choses, mais ne jamais avoir un regard de jugement, surtout entre acteurs et entre actrices. C'est assez important parce qu'il y a c'est quand même un milieu qui relève de la compétition, qui peut, c'est une mise à nu en fait de jouer, de se mettre sur un plateau. Pour moi, je dis toujours le plateau, il est là pour protéger, mais à la fois, c'est pas non plus un espace de thérapie. Ça, c'est important de dissocier les deux. Il y a parfois une frontière qui est un peu poreuse et trop poreuse justement pour certains, qui du coup ne font pas la différence entre le fait de faire du travail. On n'est pas là pour soi, on est là pour une œuvre et on est là pour un public. Ça, c'est le plus important. Mais du coup, c'est d'instaurer ce cadre qui fait qu'à un moment donné, tout le monde se sent bien, tout le monde est uni dans la même direction, c'est-à-dire moi, le plus important pour moi, quand on travaille une pièce ou un film ou un court-métrage ou peu importe, c'est l'œuvre. C'est vraiment ce qui doit être la priorité. Maintenant, c'est pas au détriment des gens qui la composent. Et la personne qui va être à la régie est aussi importante que la personne qui va amener le catering de la nourriture, que le comédien ou la comédienne principale. Donc c'est un cadre de travail qui est dans la bienveillance pour tout le monde, et où tout le monde sait regarder vers quelle direction regarder, et que tout le monde il la regarde. D'où vient ton inspiration? Comme je disais, moi je sais pas d'où vient exactement mon inspiration, mais on est nourri forcément de toutes les œuvres
en fait dans lesquels on va piocher. Moi j'ai grandi forcément du coup comme je le disais avec le cinéma que mon père me faisait regarder à la maison, que j'avais de la chance d'aller voir au cinéma, les pièces de théâtre que je voyais, et puis à un moment donné on commence à faire quand on devient adulte, jeune adulte, et surtout grâce à internet en plus, on commence à faire son éducation par soi-même. Et donc on va piocher dans des séries, dans des auteurs qui nous plaisent, des livres, et donc voilà, je crois que moi mon éducation mais mon inspiration, pardon, elle se fait de toutes les œuvres qui m'ont nourri. Et à ce niveau-là, moi, je suis très bande dessinée, je suis très cinéma, même jeux vidéo. Je pense que dans le numérique, il y a aussi des œuvres qui s'apparentent à des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'ils sont pas uniquement des produits issus d'une industrie pour faire il y en a évidemment bien sûr beaucoup, mais aussi certains petits studios qui font notamment vraiment ce que j'appelle des œuvres d'art. Donc c'est tout cet ensemble qui compose finalement, je crois, ce qui vient dans l'inspiration. Et c'est pour ça que je reviens sur l'improvisation. Pour moi, l'improvisation, quand on travaille notamment une pièce de théâtre, une création qui est écrite, c'est important d'utiliser cet outil, parce que l'improvisation, elle va puiser dans notre inspiration, parfois ce qui dort un peu au fond de nous. Et c'est un peu comme aller à la salle de sport. On ne vient pas musclé comme ça par magie. Il faut de la répétition de mouvement, de la répétition. L'improvisation parfois c'est ça, c'est un peu aller remuer toute notre inspiration et puis à un moment donné il y a des choses qui pop comme ça, qui restent et c'est là où c'est important. Et pour se faire son inspiration, c'est ça que c'est important d'avoir tous ces moments où on s'autorise le soir du coup à regarder des films. C'est important en tant qu'artiste de regarder des œuvres, de s'intéresser, d'être curieux, de lire, d'aller dans plein de choses, de regarder des choses qu'on n'aime pas aussi. Voilà, c'est hyper. C'est parfois, il faut se forcer parfois, mais ça fait partie du métier, je crois. Parlons un peu d'une pièce que j'ai eu l'occasion de voir, Des chèvres en Corrèze. Ça n'a pas l'air, ce n'était pas très rigolo. D'où est venue cette idée? Alors, Des chèvres en Corrèze, du coup, c'est une idée originale de Dimitri Lepage, du coup, qui est mon ami de toujours, mais disons mon binôme avec lequel on travaille énormément, presque toujours d'ailleurs, qui m'a avec beaucoup d'amitié proposé de mettre en scène. Et du coup, c'est un texte qu'il a écrit entièrement tout seul. Un texte magnifique qui d'ailleurs existe dans une version livre qui est bien plus grande que la version théâtre. Mais voilà, j'ai dû venir avec des méchants ciseaux de metteur en scène et de couper parce que sinon on faisait un spectacle de 3 heures. Mais du coup, c'est une pièce qui lui est fortement inspirée de son vécu, mais qui est aussi inspirée du vécu des gens qui l'entourent. Et c'est pour ça que c'est d'une richesse incroyable, parce qu'elle traverse tellement de thèmes qui touchent tout le monde. Bon voilà, je vais pas dire d'où ça vient, parce que c'est quelque chose d'assez personnel qui lui est assez personnel. Mais en tout cas, à partir du moment où on a mis ça en scène, on a commencé le travail de création à deux autour du spectacle. Là, c'est vraiment un travail de complicité qui s'est créé. Oui, il m'a transmis le texte. Moi, j'ai essayé de lui apporter une vision, du coup, et surtout de respecter la direction qu'il voulait que ça prenne. C'est vraiment un travail de création qui s'est fait à deux. Il y a aussi une pièce pour le jeune public, L'Ours d'Émeraude. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors du coup, l'Ours d'Émeraude, c'est effectivement suite à notre premier Avignon avec Des chèvres en Corrèze en 2023, une commande qui a été faite par un lieu qui existe en fait, Des chèvres en Corrèze, mais plutôt adressé aux enfants, parce que disons que Des chèvres en Corrèze, c'est vrai qu'au-delà des 12 ans et encore plutôt au-delà, en dessous des 16 ans, plutôt c'est un peu compliqué. C'est très dense et voilà, c'est pas toujours facile à suivre pour des jeunes ados et encore moins des enfants du coup. Et du coup, on a créé, Dimitri a de nouveau écrit une version contée avec des animaux autour des chèvres en Corrèze. Et il m'a gentiment de nouveau, le même schéma s'est opéré. Il a écrit, je suis venu avec une mise en scène et on l'a travaillé tous les deux. C'est une mise en scène du coup qui, par rapport à Des chèvres en Corrèze, du coup, qui est un seul en scène, alors qui mêle différentes formes d'art et notamment un peu de marionnettes, de musique, mais qui est plutôt autour du conte. C'est ça le grand mot. Là, j'ai repris évidemment pour l'Ours d'Émeraude le conte, parce que notamment ça existe dans son texte tout simplement. Mais le gros aspect qu'on a travaillé, c'est le masque. Et du coup, il y a deux personnages notamment qui sont travaillés autour du masque.
Alors ça, voilà, j'en dis pas trop si jamais il y a des enfants ou même des parents qui un jour verront l'ours d'émeraude. Si vous voyez les photos du site, vous verrez notamment des belles photos de ces masques qui ont été faites par Anne-Frédérique Bailly, qui a des mains en or à ce niveau-là. Et voilà, du coup, ça travaille plutôt le masque. Dernièrement, ce sont les rossignols du carnage, si je ne m'abuse. Ouais. Alors les Rossignols du Carnage, du coup, c'est la nouvelle création de la compagnie. Ça, c'est Mathieu Laviolette, du coup, qui est un des membres aussi historiques des Chevals de Troie, qui est venu avec une écriture qu'il a travaillé avec Dimitri. Donc c'est une coécriture qu'ils ont fait à deux. Donc Mathieu et Dimitri qui ont coécrit un texte. De nouveau, qui sont venus me proposer à la mise en scène. Donc voilà, en fait, il y a quelque chose d'assez naturel. Je commence à être voilà le metteur en scène attitré de la compagnie, mais ça me va très bien. J'aime beaucoup ça. Et qui quelque part est le prolongement des Chèvres en Corrèze en termes de thématique. Alors le texte est fortement centré sur notamment du vécu personnel de Mathieu et tout comment comment il a traversé différentes périodes de sa vie, notamment je vais dire le choix des études, la précarité, éventuellement la drogue notamment, plein de thèmes du coup qui sont des moments clés du spectacle et qui sont unis autour du récit, de comment les petits récits composent le grand récit commun. Et donc en fait, c'est ce qui nous intéresse le plus avec la compagnie, c'est de raconter des histoires, pas des histoires nombrilistes, pas faire du moi-je, mais de comment en fait faire des histoires où chacun et chacune, en regardant ça, peut s'identifier et se dire ah moi ça me parle ou ça parle à quelqu'un que je connais, et comment en fait du coup tous nos récits à nous on dit souvent avec ce spectacle-là comment faire du nous avec du jeu. Je crois que c'est le plus important. Et moi je me suis fait plaisir avec la mise en scène parce qu'on a composé de la musique originale, il y a de la danse, il y a de nouveau il y a du masque qui est revenu, mais notamment il y a de la musique originale incroyable composée par Agathe Lavarelle, qui vraiment l'ouverture est sublime. Alors il n'y a pas que de la musique originale, on a été pioché ici dans des influences comme Stromae, comme les Pink Floyd, mais voilà, il y a de la musique originale et rien que ça, voilà, c'est une belle avancée parce que on est un peu une troupe de troubadours qui bricolons nos choses nous-mêmes, notamment des Chèvres en Corrèze. Ça a été vraiment fait avec les petites mains de ceux qui ont composé le spectacle. Donc voilà, petit à petit la compagnie avance. Il y a des gens qui viennent travailler avec nous de plus en plus. Et je dois dire que personnellement, la mise en scène des Rossignols du Carnage me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une belle évolution dans mon travail personnel en tant que metteur en scène. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une troupe de théâtre comme la vôtre? Alors il y a des choses difficiles. Je pense que le plus difficile, on va pas se mentir, c'est de trouver l'argent. Parce qu'effectivement une troupe de théâtre, avant que ce soit rentable, on en est loin. Et puis il faut trouver comment créer les pièces de théâtre, comment payer les gens qui font ces pièces de théâtre. Et donc comment trouver des financements en fait. Et nous on n'est pas du tout subventionnés, on n'est pas encore on essaye de rentrer dans ce circuit, mais voilà, et c'est pas facile, c'est un circuit très fermé. Et puis le monde actuel, plus ça avance, plus c'est compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, on fait par nos propres moyens, notamment les Chèvres en Corrèze, mais aussi les Rossignols. On a fait des festins, on a fait des brocantes, on a fait des soirées à thème, pas des blind tests, des soirées loto. On en a fait 2. On a cherché comment mettre de l'argent de côté, comment trouver des financements par-ci par-là. Enfin voilà, c'est un vrai parcours du combattant. Donc je dirais que ça c'est le plus compliqué, parce que forcément une compagnie de théâtre pour laquelle l'argent ruissellerait, il y aurait pas de souci, on crée, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis il y a du coup de la bonne ambiance entre tout le monde parce que tout va bien et c'est un monde parfait. C'est vrai que nous du coup on est dans un moment où ça marche bien pour nous, mais c'est vrai que c'est à chaque fois la même chose. Et heureusement, on est bien soutenu. On avance vraiment bien, les retours sont bons, ça tourne. Donc on n'a pas à se plaindre, mais c'est vrai que la recherche de financement, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est clair. Si tu devais résumer ta direction d'acteur en 3 verbes, ce seraient lesquels? En 3 verbes? Oui. Ouf. Des verbes alors, du coup. Ou tu peux mettre des mots. Oui, des mots. Oui. Je dirais du coup
Improvisation, du coup. Je dirais ça en premier. Je reviens comme ça, je suis un peu cohérent avec ce que je disais en premier, parce que du coup j'utilise beaucoup cet outil. Et dans le mot improvisation, voilà, je pense notamment, ça sous-entend de la spontanéité, de la proposition en tant qu'actrice, de pas arriver les mains vides, mais du coup d'un moment donné essayer des choses. Je dirais comme deuxième mot vivre, parce que c'est le plus important à un moment donné, c'est de se retrouver sur un plateau et d'être vivant justement, et c'est-à-dire être poreux, être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des choses qui se passent, à l'écoute du texte, et du coup le retransmettre, le vivre. C'est vraiment, enfin vivre en fait la situation et la scène, peu importe ce qu'on joue, mais je dirais plutôt vivre que jouer. Et je dirais en troisième mot alors du coup s'amuser, parce que je pense que ça reste la base de tout. Même dans ce qu'on joue de plus dramatique, ce qu'on a envie de transmettre et de défendre, il faut trouver une forme d'amusement. Ça veut pas dire l'amusement primaire au sens du jeu. Ça veut dire vraiment trouver du plaisir dans ce qu'on fait et le transmettre. Et je pense qu'à partir du moment où on s'amuse, on amuse le public, et ça marche aussi bien dans les comédies que dans les drames. Est-ce que vous avez la compagnie des projets? Vous travaillez sur quelque chose de nouveau? Alors, on a effectivement, on est dans une nouvelle période où je pense que, donc on a 3 spectacles qui tournent, et là je pense que c'est une nouvelle période effectivement où chacun s'est un peu remis dans son coin pour écrire mettre des envies. Donc voilà, je vais pas parler pour les autres. Moi, effectivement, j'ai notamment commencé le travail d'écriture et l'envie de raconter, de pondre un spectacle autour de notamment ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je reviens sur notamment ces soucis de santé, et mais de nouveau, pas pour en faire quelque chose de nombriliste, mais plutôt pour en faire une œuvre, voilà, qui connecte et qui rassemble et qui fait qu'on peut s'identifier quoi qu'il arrive. Donc disons qu'effectivement là, on est dans une phase entre les tournées et le lancement du coup des Rossignols du Carnage, et je pense les envies de chacun de se remettre à l'écriture et à la création. Et le cinéma ou la télévision dans tout ça? Alors le cinéma et la télévision, bah moi du coup j'ai la chance de temps en temps tourner quand même en tant qu'acteur. En fait, c'est surtout le fait d'être metteur en scène et d'être épanoui là-dedans me permet d'être beaucoup plus relax quand je fais des castings, et du coup d'être meilleur, je pense. Et j'ai notamment fait un long métrage, mon premier rôle dans un long métrage il y a pas si longtemps que ça, dans Silex and the City de Jules. D'ailleurs, si jamais vous tombez sur la bande dessinée, ouvrez, je suis dedans. Je suis un jour tombé sur la bande dessinée dans un magasin, je savais même pas que j'étais dedans, et j'ai vu ma tête dedans. Donc ça, c'était mon premier rôle au cinéma. Et sinon, j'ai la chance de faire quelques séries TV, notamment avec la RTBF. La semaine passée, on avait encore un petit tournage avec Dimitri, notamment, tous les deux. On était dans une scène à 3 avec Cody, dans une série qui est en train de se tourner pour le moment, donc qui sortira peut-être dans un an, je sais pas exactement. Mais voilà, de temps en temps, j'ai la chance d'être rappelé ou d'aller faire des petits rôles par-ci par-là, et ça me va très bien. J'ai pas du tout l'ambition de me battre pour décrocher un agent et passer ma vie à ça, à faire des castings. Moi, j'aime le plaisir un peu instinctif du jeu. C'est pour ça que je fais de l'impro, et qu'en fait, je retrouve mon plaisir de jeu là-dedans. Et d'être de temps en temps rappelé sur des tournages pour avoir des petits rôles, ça me va très bien, j'adore ça. Et on sait pas, voilà, de quoi la carrière est faite, bien sûr, mais je pense qu'en fait, ça me permet d'être meilleur acteur que ce que j'étais auparavant. C'est d'être plus épanoui et centré et au clair avec qui je suis, moi, en tant qu'artiste. Si tu pouvais remonter dans le temps et rencontrer le petit Jérôme à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de s'écouter peut-être un peu plus vite. C'est sûr que maintenant, avec le recul, je me dis que si j'avais pu peut-être à un moment donné tenter une école de réalisation, qui sait ce que ça aurait donné, je l'aurais fait. Maintenant, c'est toujours facile avec le recul de se dire j'aurais peut-être fait ci, fait ça. Comme je disais, il n'y a pas de remords.
Non, je lui dirais effectivement de s'écouter et de trouver une voie dans laquelle il s'amuse. Alors Jérôme, pourrais-tu me résumer ta vie en 30 secondes chrono? Top. Et là, je vois le chrono qui démarre. Alors, je dirais, on va parler d'un voyage qui commence à la montagne, qui commence dans les montagnes, et qui, à un moment donné, il y a une petite sortie de route. La voiture sort du chemin de la montagne, fait un grave accident, mais heureusement, tout se passe bien. Il y a des sauveteurs qui arrivent et qui permettent de continuer le chemin dans la montagne au travers des histoires qui se racontent le soir autour du feu en regardant la nuit étoilée. 30 secondes. Tu as réalisé un court-métrage, La Relève. Oui. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? Du coup, énormément de choses, parce que comme je l'ai dit dans une des questions précédentes, c'est ce court-métrage-là qui a amené le fait que Dimitri, à un moment donné, me propose de faire la mise en scène des chèvres en Corrèze, parce que du coup, La Relève, ça a été ma grande première étape de mise en scène. Donc, c'est un court-métrage que j'avais écrit pour la boîte de production, la coopérative Big Trouble in Little Belgium, et qui était un délire autour de super-héros qui attaquent une station-service, et ils ont tous des pouvoirs totalement nuls, mais je voulais traiter ça très premier degré, vraiment comme un film de super-héros. Et très vite, en fait, de ce petit délire avec quelques personnes, il y a une trentaine de personnes qui ont rejoint l'aventure, et on m'a proposé de réaliser. Moi, je suis assez, on va dire, effrayé de ça parce que je l'avais jamais fait, et finalement, ça a été incroyable. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis senti après le tournage comme quelqu'un d'amoureux qui pouvait sauter sur les nuages et embrasser tout le monde, tellement j'étais heureux de ce que j'avais fait. Ça a été un vrai parcours, je vais pas revenir sur tout ça, mais ça m'a permis du coup surtout de me rendre compte que j'aimais profondément la mise en scène, la direction, du coup être au clair sur toutes les étapes d'une œuvre, et je pense que les gens me l'ont bien rendu. En tout cas, j'ai l'impression que je me suis rendu compte que les gens aimaient bien travailler avec moi, que ça avait l'air de bien se passer, que les retours étaient très positifs. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, très naturellement, ça a amené du coup des chèvres en Corrèze, qui ont amené l'Ours d'émeraude, qui ont amené du coup chez Josette une comédie que j'ai fait pour le Festival Théâtre au Vert, qui ont amené les Rossignol du Carnage, et voilà, qui ont été en fait le déclencheur de tout ça. Et donc voilà, je serais infiniment reconnaissant envers ces super-héros au pouvoir totalement nul. Et ça nous a permis aussi, avec toute l'équipe, d'aller quand même au BIF, qui est un super festival de court-métrage ici sur Bruxelles. Ça a été incroyable, effectivement, de se retrouver dans un festival où sont passés des gens comme Peter Jackson. Moi, je suis au milieu de tout ça et que je suis programmé, et que j'ai mon film qui y est, et qui a d'ailleurs plutôt fait sensation là-bas. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Donc oui, ça a été une très belle aventure, ces super-héros. Si tu étais un silence de cinéma, tu tomberais où dans la scène? Un silence. Oui. Moi, j'aime bien le silence qui précède une blague, le petit silence comique, la virgule qui respire et qui fait rire. Si tu étais une lumière, contre-jour, un néon. Moi, j'aime beaucoup les contres. Ils sont discrets et à la fois ils mettent en valeur ceux qui sont sur scène. Et ils peuvent les découper de toutes les couleurs possibles. J'aime beaucoup travailler avec les contres et casser un peu la face ou les latéraux pour venir justement sublimer un petit peu ce qui se passe, créer des moments, des tableaux un peu plus mystérieux. Donc ouais, je dirais ça. Si tu étais un costume. Un costume. Du coup, je dirais un costume, le costume de l'homme cigale, qui est du coup un des super-héros dont je parlais dans La Relève. On a créé un costume pour ce super-héros qui a les pouvoirs d'une cigale, c'est-à-dire qu'il est capable de faire du bruit, comme une cigale. Et donc, il avait l'air d'une grande sauterelle. C'était magnifique. Si tu étais une réplique culte. Une réplique culte. Mais j'ai envie de citer là. Alors je sais pas si c'est une réplique culte, mais toute une réplique de l'agent Smith dans Matrix qui parle du fait que la société est un cancer et est un virus et qu'il faut se débarrasser de tout ça. Je trouve que plus on avance et plus cette réplique fait froid dans le dos, justement.
Si tu étais un lieu de répétition, Ah ben, je trouve que répéter en extérieur au soleil dans un endroit plutôt reculé, je pense notamment, on est souvent soutenu par la maison Perséphone, qui est un lieu dans le sud de la France assez magnifique, et notamment avec Dimitri Mathieu, on a répété les Rossignols du Carnage le long de la rivière, dans un petit clos de bambou comme ça, c'est quand même assez agréable. si tu étais un métier de l'ombre, la régie, costume, montage, son, Mais je dirais directeur photo. Alors, je sais pas si c'est un métier de l'ombre, mais ouais, directeur photo, directeur de la photographie sur des films. Ça m'aurait bien plu de travailler l'image, de vraiment aller au bistouri comme ça dans l'image, comme certains font. si tu devais rejouer des chèvres en Corrèze dans un lieu inattendu, qu'est-ce que tu modifies en premier? Alors, la question quelque part est un peu tricky parce que justement, on a fait des chèvres en Corrèze pour pouvoir le jouer un peu partout. Et c'est plus ou moins arrivé. C'est une pièce qu'on voulait justement accessible pour tous et partout dans des lieux alternatifs. Donc, on l'a pas mal joué en extérieur. Donc, il n'y a pas de contraintes de décor, de son, de quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée. J'aimerais bien une fois qu'on puisse, on l'a plus ou moins fait une fois sur Bruxelles, mais qu'on puisse vraiment la faire au maximum de son côté ermite, c'est-à-dire qu'on ait un jour une représentation où les gens sont amenés avec des flambeaux à marcher pour pouvoir rejoindre le lieu de la scène et vraiment arriver dans une grotte dans laquelle vivrait ce personnage, et que commenceraient des chèvres en Corrèze vraiment au plus profond de ce que les chèvres en Corrèze pourraient être, quoi. Si tu ne pouvais confier qu'une seule consigne à tes comédiens avant de jouer, ce serait quoi? Ah moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais je pense que d'ailleurs c'est souvent quelque chose que je dis, mais ça semble bête, mais finalement c'est la base aussi, c'est amusez-vous. C'est à un moment donné enlever tout ce qui sont les soucis techniques, tout ce qui sont les soucis relationnels, tout ce qui sont les soucis de la vie de tous les jours. C'est prenez le temps pendant 1 heure et demie de vivre et de vous amuser. Et de nouveau, je dis pas ça en mode amusez-vous poète poète en jouant la culotte de Mabi dans la soupe. C'est vraiment juste en fait prenez du plaisir à conscientiser ce que vous racontez, le pourquoi vous le faites et pourquoi à un moment donné pendant 1 heure et demie vous êtes privilégié à vivre ce que vous allez vivre sur scène. Amusez-vous de ça, quoi. Plateau ou scène? Plateau, Plan séquence ou chant contre chant? plan séquence, Prise 1 ou prise 12? prise 1, Répéter longtemps ou garder au frais? répétez longtemps, Impro dirigé ou texte millimétré? impro dirigé, ça, oui. Coach mouvement ou coach diction? Mouvement, Tragique qui fait rire ou comédie qui fait pleurer? comédie qui fait pleurer, Fin ouverte ou fin qui claque? fin qui claque. Merci ou bis? Ah, merci. C'est quand même bis. C'est très beau, mais merci. Ça ouvre deux. Merci. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent. À chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole.